tous et très heureux de vous retrouver en ce jour dans votre émission quotidienne de lundi au vendredi, la matinale de l'information, après cette journée, c'est-à-dire celle d'hier, célébrée avec l'ensemble de la communauté musulmane autour de l'Aïd el-Fitr, cette fête qui marquait donc la fin de jeûne du mois de Ramadan, même si beaucoup de fidèles musulmans indiquent qu'après cette célébration, il y a encore 7 jours à observer pour voir si tout ce qu'on a mis en pratique pendant cette fête du Ramadan, pendant cette période d'abstinence et de piété, pourra être pérennisé. Nous sommes au Cameroun, nous parlerons ce jour du côté de Kribi, on ira voir là-bas. En ce qui concerne les indemnisations, un conseiller municipal qui était encore en villégiature a été rattrapé par l'opération Épervier sous le tribunal criminel spécial. Il est donc désormais du côté de la maison d'arrêt de Kondengui à Yaoundé. On parlera tout de même du Cameroun aussi avec un rapport rendu public depuis quelque temps concernant les politiques, la qualité des politiques au Cameroun. Le rapport fait donc état de ce que notre pays est classé 22e sur 38 pays qui ont été évalués. On ira à l'international pour comprendre un peu en Libye cette vague de contestation entre guillemets ou alors la confusion totale qui règne entre la libération ou alors le fait que le fils de l'ancien président libyen, Mohamed Kadhafi, soit encore en liberté, Saïf el-Islam. Il est encore là. Que pense donc l'opinion publique? Quel est donc le rapport que l'on peut faire en ce moment alors qu'on sait qu'il avait été condamné il y a 1 an à une peine privative de liberté, donc à une prison à vie. Et puis on parlera aussi dans cette émission du Gabon, au Gabon là-bas, où la date de limite de dépôt des candidatures est fixée pour le mardi prochain. L'opposition est claire et précise. Ali Bongo Ondimba, candidat investi par le Parti démocratique gabonais, devra retirer sa candidature. La politique économique du Zimbabwe nous intéresse ce jour, à la faveur donc de la grogne qui sévit dans ce pays depuis quelque temps. Les chauffeurs, transporteurs et autres sont donc descendus dans la rue. Pour l'instant, les salaires ne sont pas encore passés. On indique là-bas que seules les forces de l'ordre, les policiers, militaires et autres ont déjà perçu leur salaire. Dans le cadre de la diplomatie Israël et Rwanda, Benjamin Netanyahou fait donc tournée africaine. On parlera de sa descente à Kigali dans cette émission, sans oublier bien entendu le rapport entre le rapport Tony Blair sur la guerre en Irak et qui aujourd'hui est mis au devant de la scène et appelle donc à plusieurs vagues de responsabilité. Madame, Monsieur, voilà pour les principales articulations de votre matinale de l'information de ce jour sur Canal 2 Info. Merci d'être des nôtres. Dans un instant, je vous retrouve pour la suite de votre programme. Madame, Monsieur, infiniment merci d'être des nôtres encore ce matin, cette reprise de travail. Pourtant, hier, c'était une journée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Ce jour, donc, aisément, les Camerounais ont donc repris le chemin du travail. Mais nous restons au Cameroun. Nous allons dans la région du Sud, précisément dans le département de l'Océan, à Kribi, où là-bas, un conseiller municipal, il était encore en liberté, pourtant rattrapé par les faits de détournement des deniers publics dans le cadre des indemnisations. On en parle avec vous, Divinapi. Pas Divinapi, Fallon Tunia. Bonjour Serge. Sensiblement la même coiffure. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour Christian et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Effectivement, ce matin, on parle de l'arrestation d'un conseiller municipal, Jules Bodima, qui a été arrêté dans la journée du 5 juillet dans un hôtel de la cité balnéaire. Pour les faits qui lui sont reprochés, bien évidemment, on parle de la mise en cause de la confiance des populations sur l'authentification et les terres, des procédures d'authentification des terres qu'ils avaient entrepris auprès des autorités. On dit ici que d'après le dernier rapport de la CONAC, Jules Bodima aurait profité de la confiance de ces populations pour concevoir des faux titres fonciers. Il aurait également été à l'origine de plusieurs détournements dans plusieurs sommes, citées la somme de 219 millions, la somme de 177 millions et la somme de 149 millions pour les parcelles en voie d'immatriculation. Donc un total de plus de 500 millions indûment perçus par le conseiller municipal Jules Bodima. On dit également que cette arrestation intervient lors de cette grande vague d'arrestations qui ont précédemment suivi. On a également parlé de l'arrestation du préfet du département de l'Océan, Jean-François Villon, et plusieurs personnalités également ont été interpellées et ont été écoutées dans le cadre de cette affaire. Donc voilà les faits qui ont été reprochés au conseiller municipal Jules Bodima. Un conseiller municipal
qui a donc bénéficié de ce qu'on pourrait appeler la magnanimité des populations. Vous l'avez bien indiqué, il a donc fait fabriquer des titres fonciers qui n'étaient pas véritablement de manière légale, à pouvoir retrouver l'assentiment des populations locales. C'est quand même des millions de francs CFA dont on parle. Patrick Christian Ndobo, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour Raphaël. La CONAC, encore des millions à saisir. Écoutez, bonjour d'abord à nos téléspectateurs que nous avons beaucoup de plaisir de retrouver ce matin. Oui, la CONAC, des investigations, ces questions de litige foncier remettent au goût du jour, n'est-ce pas, la problématique de la bonne gouvernance qu'on a et continue de décrier dans la gestion de nos deniers publics. C'est-à-dire que la bonne gouvernance qui semble être la chose de moins en moins la mieux partagée, n'est-ce pas, dans le giron de notre administration. Et qui plus encore un élu de la nation. On avait souvent l'occasion de pointer le regard sur les administratifs, n'est-ce pas, le personnel de l'administration. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans ces malversations-là, notamment autour de ces scandales à répétition, autour des affaires foncières, des questions foncières, eh bien, il y a des élus qui ont aussi des choses à expliquer, qui ont à rendre gorge devant les juridictions et notamment devant les populations qui leur ont confié un mandat électif avec une certaine confiance. Malheureusement, voilà un conseiller municipal, même s'il bénéficie encore de la présomption d'innocence, ce qui pèse de forts soupçons. Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu des détournements de fonds massifs dans cette question, n'est-ce pas, d'attribution et de titres fonciers, notamment à Kribi, au moment où tout le monde savait que de grands projets y arrivaient dans la région. Chacun voulait se tirer sa part belle. Et puis bon, c'est avec malheureusement l'argent des personnes qui n'ont pas eu droit de citer alors qu'ils sont des ayants droit que ces personnes soupçonnées ou bien déjà incriminées se sont fait la part belle. Et ce qu'on voudrait également ajouter à votre suite, c'est que le conseiller municipal dont il est question dans cette affaire a donc vu les premières personnes être interpellées par le TCS. Donc il s'est dit que comme son nom n'apparaîtrait pas tout de suite, forcément, il n'était pas concerné par cette question. Les populations dans la ville de Kribi disent là-bas qu'on l'a aperçu un peu partout, dans une ambiance festive, en criant à tort et à travers, qu'il n'est pas concerné par les détournements des biens publics et même par ces indemnisations, et qu'il a dûment perçu les sommes qui lui ont été reversées. Mais comble des malheurs, 2 semaines après, des émissaires spéciaux donc envoyés par le TCS le capturent à Kribi pour le ramener sur Yaoundé. Est-ce qu'à ce niveau, la justice attendait un peu de voir plus clair avant de le prendre? Ce qu'il faut dire, c'est que dans les premières interpellations, pour ce qui concerne particulièrement cette affaire, effectivement, son nom n'avait pas été compté parmi la liste rendue publique. Son nom n'avait pas été compté, mais la problématique reste et demeure parce que la rumeur courait et forcément, une telle rumeur dans la ville de Kribi avait fait en sorte que le mis en cause puisse trouver l'énergie pour pouvoir se défendre après que cette liste-là ne comportait pas son nom. Non, on en est encore certainement à l'étape d'une information judiciaire avec un certain nombre d'enquêtes préliminaires. On ne peut pas avec certitude dire qu'il est coupable parce qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence en attendant que le processus enclenché, n'est-ce pas, n'aboutisse de manière définitive à sa condamnation. Mais une chose est certaine, la police judiciaire ou alors les enquêteurs ne peuvent pas mener une telle interpellation s'il n'y a pas tout au moins un certain nombre d'éléments qui conduisent vers une probable culpabilisation. En attendant, il a le droit de se défendre. Peut-être ces arguments qu'il a glanés ça et là dans, on va dire dans la ville pour se défendre, il devra maintenant les apporter au niveau des juridictions, au niveau des enquêtes, pour démontrer effectivement qu'il n'a rien à voir avec ces questions-là. Mais au-delà de sa personne, le problème est fondamental. Il y a même de ce qu'il a perçu de l'argent. Donc, je rappelle à l'intention des téléspectateurs qu'il s'agit bien du conseiller Jules Bondima. On va sortir avec vous. Est-ce qu'il y a des espoirs quant à regarder de manière efficace que derrière ce dossier-là, le TCS va fouiller davantage? Mais comme dit Patrick Christian Ndobo, il n'a pas été interpellé pour rien, Fallon. Justement, il n'a pas été interpellé pour rien parce que d'abord, il y a premièrement le rapport de la CONAC qui fait état du fait qu'il a été impliqué dans la conception de faux titres fonciers. Également, les sommes qui ont été citées par la CONAC, telles que les sommes qui
qu'il a été indûment perçu par Jules Bondima. Et on continue, ceci c'est sur la base de ces faits qu'il a été interpellé et arrêté. Les enquêtes se poursuivent, certainement une pluie d'arrestations va poursuivre dans le département de l'Océan. Des personnes ont déjà été interpellées et plusieurs personnes ont été entendues, notamment des opérateurs économiques et aussi des administrateurs et bien même des particuliers. Et on attend de voir jusqu'à où ira le cas des indemnisations du Kribi, étant donné qu'il y a d'un côté des populations qui réclament et qui attendent encore. En tout cas, la justice fera son travail. Le président de la République, il a toujours dit, clamé avec la dernière énergie, le temps pour nous de recevoir, juste après vous, Divine Api, avec laquelle on reviendra sur le classement dans notre pays, le Cameroun, un classement donc, qui parle de qualité politique, mais qui ne donne pas toujours l'avantage à notre pays avec un résultat que l'on connaît depuis quelque temps. Notre pays, le Cameroun, est classé 22e sur 38 pays évalués. Patrick Siandebo, c'est quand même notre pays qui est regardé sur le plan de la gestion de manière globale. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, que la bonne gouvernance fait véritablement problème, les bonnes pratiques entre autres. Il y a un rapport qui est rendu public depuis quelque temps qui a été présenté aux populations camerounaises. Écoutez, en attendant que Divine ne revienne de manière un peu plus précise, n'est-ce pas, sur les contours de ce rapport-là, on peut avoir une position ambiguë sur des questions autour de ce type de rapport qui viennent souvent dépeindre un peu le contexte soit social, soit politique, soit de la gouvernance dans nos pays. Autant on peut être conscient de ce qu'il y a une véritable gangrène autour d'un certain nombre d'habitudes, de légèreté dans la gestion des deniers publics, autant on peut aussi parfois se questionner sur, on va dire, les éléments qui entourent ces enquêtes-là, leur objectivité au regard, n'est-ce pas, parfois des perceptions beaucoup plus ou moins orientées vers des ambitions encore parfois pas connues. De toutes les manières, une chose est certaine, c'est que ce type d'enquête, certainement, obéit à un certain nombre d'exigences, de critères qui ne sont souvent pas rendus publics, et c'est là où on peut se questionner sur l'objectivité de ce type d'enquête. En attendant, il y a quand même des ingrédients qui peuvent amener à réfléchir sur la question de la gouvernance. Et qui peuvent amener à réfléchir, comme vous le dites si bien. Elle est déjà parmi nous, Divine Api, qui va nous donner d'autres éléments d'informations concernant ce rapport rendu public sur la qualité des politiques dans notre pays, le Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à Patrick, bonjour à nos chers téléspectateurs de Canal de Info. Eh bien, il faudrait dire que selon le classement 2015 des pays d'Afrique subsaharienne dans le domaine des politiques et des institutions, eh bien, le Cameroun, comme vous l'avez ainsi dit, occupe la 22e place sur 138 pays évalués par la Banque mondiale. Alors, il faudrait noter qu'en 2014, la note attribuée au Cameroun par la Banque mondiale était de 3,2 et en 2015, elle dégringole à 3,1. Une situation stagnante qui influe bien évidemment les décisions des bailleurs de fonds. Alors, la raison évoquée ici est la baisse des performances en matière de gestion économique, entraînée ici par la conjoncture économique mondiale difficile selon la Banque mondiale. Alors, toujours selon la Banque mondiale, parce que c'est elle qui évalue ainsi ces pays d'Afrique subsaharienne, sur 38 pays, 7 seulement ont pu relever leur performance en matière de gestion économique et 12 continuent de dégringoler. Et également, on va rajouter à la suite de ceci que le Cameroun doit faire des efforts davantage. Est-ce que justement dans cette dynamique de poursuivre les efforts et qui sont ceux qui accompagnent notre pays, le Cameroun, il y a des mesures qui sont forcément prises, forcément des mesures qui vont être à la base de la lutte contre la corruption dans notre pays? Eh bien, des mesures qui doivent être prises, c'est de contrer les difficultés macroéconomiques, notamment les pressions à la baisse sur les soldes budgétaires et du compte courant, la baisse des réserves de change, la dépréciation des monnaies, entre autres. Entre autres mesures, on vous dit merci d'avoir été là. On vous retrouve demain pour l'émission Canal 2 Info, la matinale de l'information. Demain vendredi. Bonne suite et merci. Merci.
À demain, nous restons avec Patrick Christian Dobol. Autant pour nous de recevoir dans ce studio Junior Roussin qui va nous retrouver pour la revue de presse cybernétique. On parle juste un mot, Patrick Christian Dobol, sur la qualité même des politiques au Cameroun qui fait encore problème. Il faut revoir un peu la croissance au niveau macroéconomique, il faut accompagner les entreprises, il faut accompagner les investissements. Beaucoup a été fait, mais on a l'impression que dans le classement qui est rendu public avec l'appui de la Banque mondiale, nous avançons, mais avec des reculades. Mais écoutez, c'est un tout. Donc forcément, c'est comme une chaîne. Et si un seul maillon de la chaîne fait défaut, il peut gripper toute la machine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun a certes le potentiel, il a une ressource humaine débordante, il a bien évidemment des textes et un certain nombre de projets en termes de vision qui pourraient laisser quand même saliver et attirer plus d'un en termes d'investissement. Mais vous savez, le problème de la gouvernance, la corruption, sont ce qu'on peut considérer comme étant les maillons faibles de tout cet ensemble-là et qui malheureusement plombent les efforts de manière assez sérieuse, plombent les efforts, n'est-ce pas, de développement que le Cameroun entend mettre en place. Donc, ce qu'on peut dire de manière assez succincte, c'est que oui, le Cameroun a tous les ingrédients et les atouts, mais malheureusement, à côté, il y a ces éléments que sont la corruption, la malgouvernance, qui viennent mettre en mal, n'est-ce pas, la dynamique de développement qui devrait se considérer comme étant un élément qui intègre tous ces facteurs-là. Le temps de laisser Junior Roussin s'installer dans ce studio, on va aller à l'étranger pour parler un peu de la Libye, avec le fils de Muammar Kadhafi, l'ancien guide libyen qui est décédé. Pour l'instant, il y a une vague d'incompréhension, je dirais même une consternation globale, une confusion qui se pose entre ceux qui pensent qu'il a été libéré, d'autres pensent également qu'il n'est pas encore à liberté, alors qu'il avait été condamné le 25 juillet 2015 à une peine de prison, donc condamné à vie. Et qu'en est-il exactement? Bah écoutez, le fils de l'ancien guide libyen avait été effectivement condamné et détenu, surtout il faut le rappeler, par une milice du côté de l'Est libyen. Vous savez, entre le Parlement de Tobruk et celui de Tripoli, les deux gouvernements se regardaient et se regardent même toujours en chef de faïence, malgré le gouvernement d'union qui a été mis en place sous l'égide de la pression, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Ça n'est pas encore cette sérénité qu'on recherchait. Et donc, il y a eu quand même une amnistie qui a été promulguée de manière générale. Et il se trouve que le fils de l'ancien guide libyen, celui que son père considérait d'ailleurs comme son potentiel successeur, est concerné, n'est-ce pas, par cette amnistie générale. Malheureusement, il n'a pas été libéré, relaxé. Et l'ancien ministre de la Justice du gouvernement de Tobruk, qui avait justement émis dans ce sens-là, n'est-ce pas, une lettre pour demander sa libération, malheureusement, a lui été assassiné. Et aujourd'hui, le débat tourne autour de la contestation ou pas, n'est-ce pas, de l'effectivité de ce qu'il serait l'auteur véritable de cette demande. Mais tout le monde s'accorde à dire que dans le cas de cette demande d'amnistie générale, effectivement, Saïf al-Islam est bel et bien concerné par cette libération. Maintenant, du côté de Tripoli, on voit ça d'un mauvais œil. Il y a une partie de la population et de l'opinion qui pense aussi que c'est une trahison à la révolution. Les informations qui fusent sur sa libération actuellement, pour quelques-unes, sont considérées comme étant une libération effective. Ses avocats l'ont annoncé, même si d'autres pensent que c'est toujours en résidence surveillée qu'il l'est. Mais la question qu'on peut se poser derrière cette actualité qui vient de la Libye, c'est quel sera finalement le paysage, n'est-ce pas, de la politique en Libye, dans un contexte où l'État islamique s'est installé, beaucoup plus au sud, et avec Site, et puis les deux gouvernements qui ne sont pas forcément dans une, on va dire, une alchimie qui permette d'avoir véritablement cette union qu'on avait souhaitée. Et troisièmement, la personnalité quand même de Saïd al-Islam. C'est quelqu'un qui doit connaître beaucoup de couloirs, beaucoup de secrets de la gestion du pouvoir. Et il doit avoir encore des tentacules, des relations dans le giron que son père avait fondé avec les chefs de tribu, le relationnel. Donc, c'est-à-dire qu'il détient encore certainement un certain nombre d'informations qui soient capables d'influencer la vie politique en Libye. Alors, comment cela sera pris? Quel sera l'avenir? En attendant, on peut continuer d'observer pour voir si effectivement cette libération annoncée du fils de l'ancien guide libyen est effective.
On peut également ajouter qu'il avait été condamné par contumace, donc le 25 juillet 2016, on le redit également, et il est condamné dans le cadre de son implication dans la crise politique et dans les affaires qui avaient eu lieu en 2011 dans son pays. Il est accusé de crimes contre l'humanité. D'ailleurs, on le dit encore que pour l'instant, il est réclamé par la Cour pénale internationale pour qu'il soit véritablement jugé, comme le pense cette institution. Déjà dans ce studio, Junior Hussein, bonjour. Bonjour Serge Bondi, bonjour Christian Dobo. Vous savez... Pourquoi cette bonne humeur ce matin? Bon, en fait, c'est que Monsieur Christian Dobo il vous a aidé à mieux faire le sujet. Vraiment, c'est-à-dire, je m'étais, honnêtement, chers téléspectateurs, je m'étais préparé à vous parler de ce sujet très important concernant le fils de Mohamed Kadhafi. Mais là, j'ai été super déçu. On peut y aller. C'est-à-dire, vraiment, en tout cas, mes félicitations à vous, Christian Dobo. De toutes les Dobo, façons, ce qu'on retient de manière claire, c'est qu'il a fait sa part de choses, il a porté sa contribution. Une véritable contribution, parce qu'il est vraiment entré dans presque ce que je prépare exactement. On dirait qu'il a lu dans mon cerveau. Véritablement, c'est-à-dire il a tout dit. Donc là, maintenant, même si vous m'interrogez sur le sujet, je suis bloqué. Hein. De toute façon, on évolue avec ce qu'il y a déjà. Essayez quand même. C'est deux mots. C'est la rue de possibilité. La grosse différence que lui faisait la même réflexion, mais il n'avait pas l'image. Non, mais dans le fond, Junior, la revue reste la revue. Si, ouais. La revue reste la revue. Mais là, qu'est-ce qu'on va dire à nos téléspectateurs ce matin? Allez, qu'est-ce que la revue a gardé pour nous? Allez, on commence par le site RFI.fr. Justement, là, je vais juste vous balancer un truc tranquille comme ça. Alors, le site RFI.fr s'ouvre ce matin sur la Libye. Voilà, que Christian Dobo a passé le train à dire amplement. Alors, le site RFI.fr ce matin s'ouvre sur la Libye et titre « Le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, est-il en liberté ?» Une interrogation que se pose d'ailleurs RFI.fr ce matin. Et bien sûr, le site poursuit en disant « Selon le site, ce sont les avocats qui ont annoncé sa mise en liberté. » En tout cas, l'explication, vous l'avez eu tout à l'heure. Alors, Euronews.com s'intéresse à un assassinat d'un réfugié nigérian qui a été battu à mort en Italie. Selon le site Euronews.com, l'homme âgé de 36 ans tentait de défendre sa compagne contre un agresseur qui l'aurait traité de singe. Poursuivons avec Le Monde.fr qui nous parle de suicide à France Télécom, des dirigeants menacés de poursuites pour harcèlement moral. Le site précise que d'ici 3 ans, 22 000 salariés devront avoir quitté l'entreprise et 14 000 autres auront changé de poste. Poursuivons avec Le Point.fr qui fait le point cette fois dans l'espace sur la mission Rosetta, cette sonde européenne qui se prépare au baiser de la mort. Selon le site, c'est un grand plongeon attendu le 30 septembre prochain. Terminons avec gabonlibre.com. Nous sommes en sport et le site s'intéresse à Samuel Eto'o qui affirme, je cite, « Quand j'ai connu ma femme, elle était riche et moi pauvre. » Le site va plus loin en soulignant un autre commentaire, je cite, « À nous deux, 100 millions d'euros dans notre compte. La vie n'est pas une course de vitesse. Soyez patients. » On va s'arrêter sur ce dernier sujet pour voir cette assertion de Samuel Eto'o qui dit que quand il a commencé sa carrière en tant que footballeur, sa femme était très riche. Ouais. Alors, il faut dire que quand Samuel Eto'o, il était encore un jeune joueur amateur du côté de France. Il est arrivé donc à France, il a rencontré sa dame Georgette et il avait encore cet accent du Camer, comme on dit souvent, il parlait comme un Camerounais. Mais cette femme l'a quand même aimé, elle était plus riche que lui à cette époque-là. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de patience, on se rend compte que Georgette est l'une des femmes heureuses parce qu'elle épousait l'un des footballeurs les plus riches du monde grâce à sa patience, son endurance. Et c'est quand même une leçon aujourd'hui qu'il faut tirer de l'histoire de Samuel Eto'o et de Georgette, de se rendre compte que dans la vie, il faut être patient, il faut donner la chance à chaque personne. Et bien sûr, c'est à la femme aujourd'hui d'encourager son mari, de donner la valeur à son homme, de pouvoir permettre que l'homme grandisse. Voilà pourquoi, toujours dans le même commentaire, Samuel Eto'o va dire plus loin. Et en s'adressant justement aux jeunes filles, ça ne sert à rien de vous donner aux hommes riches du dehors parce que ces hommes riches ont déjà chez eux une femme qui les met en valeur. Quant à vous, aimez l'homme que vous avez maintenant, même s'il est pro, soyez patient, encouragez cet homme-là, donnez la possibilité de grandir, d'avancer parce que c'est à bout de patience qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir 100 millions d'euros dans son compte en travaillant dur avec sa personne. J'aurais du mal à vous croire, Junior, de demander aux gens
de patienter pendant longtemps. Le système cas, de vie en reste est très réprimé par la loi camerounaise. Et beaucoup sont engagés dans cette dynamique, entre guillemets. En tout cas, c'est quand même possible. Donc, on l'a vu avec Samuel Eto'o, c'est possible. On l'a vu avec Georgette. On a de l'espoir. On a Oui, de l'espoir oui, parce que oui. beaucoup vous diront également que la femme, parfois, il faut tester avant de prendre. Et vous pouvez prendre une femme 15 ans après, il n'y a pas de fruits de la croissance. Il faudrait pas aussi étudier trop longtemps pour délivrer un diplôme. Ça aussi, c'est gênant. Voilà. Voilà. De toutes les façons, j'espère que vous n'approuvez pas le bien en reste. Je ne suis pas d'accord avec le vieux en reste. Moi, je Mais pense pourquoi vous que... dites aux gens d'attendre 20 ans? Non, je pense qu'il y a une façon d'attendre 20 ans. Samuel Eto'o l'a prouvé. Vous rencontrez. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont refuser ces termes parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ok, on va rester avec vous, hein, mais cette fois-ci pour jeter un coup d'œil au niveau des différentes unes, hein, les Exactement. publications parvenues ici à notre rédaction, notamment l'œil du Sahel. Oui, l'œil du Sahel. Alors, qui s'intéresse déjà à Maurice Kamto, ne nous a pas tout dit, titre le journal. Justice aussi à lire dans le journal Marafat bientôt libre. Et toujours à lire dans le journal L'œil du Sahel, dans 6 étudiants tchadiens poignard de un chauffeur de taxi. C'est à lire ce matin dans L'œil du Sahel. Poursuivons avec un autre journal, Le Financier d'Afrique Transport Aérien, Cameco, plombé par les interférences administratives. Administratives, oui, c'est à retrouver dans le journal. Avec la météo ce matin, les dessous de la grâce qui fâche. Un autre journal s'intéresse aussi à ces dessous qui fâchent. Le jour, Lydienne Eyoum libre, l'opinion s'enflamme. Une autre actualité très importante aussi, célébration, la fin du ramadan chez les démunis. On poursuit avec un autre journal, Nouvelle Expression, affaire de Maître Eyoum, Libération qui fait des vagues. C'est à retrouver ce matin dans la Nouvelle Expression. Et bouclons justement avec le Messager qui parle de métallurgie. 4000 emplois en péril, assurance. Les opérateurs de la sous-région voient rose. C'est à lire dans le Messager ce matin. Merci et à tout de suite pour votre page invitée sur Canal 2 Info. Madame, Messieurs, on dit ensemble au revoir à Junior. On le retrouve forcément demain. Merci. Merci Christian. Et en espérant que demain, ça va pas Merci Christian. rattraper. Et que Christian n'aura pas lu l'épreuve avant l'examen. À demain. On continue avec vous, Patrick Christian, juste un mot sur le Gabon. L'opposition gabonaise, depuis quelque temps, s'agite derrière le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cette opposition qui dit clairement qu'il ne faudrait pas violer l'article 10 de la constitution de ce pays, qui voudrait que le président Ali Bongo Ondimba soit descendant au moins d'une 4e génération ayant vécu au Gabon pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que cette opposition-là, parmi lesquelles on remarque quand même la présence de Pierre Claver Manganga Moussavou, également Kazimi Oyemba, Jean Ping, est-ce qu'elle a de la chance? Est-ce qu'elle a des forces qui puissent se renverser lors de la prochaine présidentielle à Ali Bongo Ondimba? Tant on sait que le 12 juillet prochain est date de limite de dépôt des candidatures. Une date qui reste à scruter, ce 12-là. Candidature du président Bongo sera-t-elle déposée et ensuite sera-t-elle validée? La question, on aura certainement la réponse dans les semaines à venir, mais il est important, autant pour moi, d'observer un peu, on va dire, le processus de l'opposition gabonaise. A-t-elle seulement les moyens de la politique qu'elle veut mener? Et quand vous regardez qui sont les ténors de cette opposition-là, ils sont tous pour la plupart issus du PDG. Ils sont tous pour la plupart des éléments qui ont été moulés par le système en place. Très humblement, on a du mal à croire qu'un produit d'un système peut dégager autre chose, n'est-ce pas, que ce qu'il a appris de ce système-là. C'est simplement, il me semble, au Gabon comme dans bien d'autres démocraties en Afrique subsaharienne et partout ailleurs, un jeu d'intérêt qui est d'ailleurs la nature même de la politique. C'est un jeu d'intérêt parce que le président Ali Bongo n'est pas à postuler pour une première fois. Il y est, sa candidature pour le poste de président de la République est une récidive. Il est en train de vouloir solliciter le suffrage de ses compatriotes pour un second mandat et dans les mêmes conditions que le précédent. Et ces personnes qui décrivent aujourd'hui sa candidature ou sa nationalité gabonaise, son origine gabonaise,
sont ces mêmes personnes-là qui l'ont accompagné lors du premier mandat. Sont ces mêmes personnes qui ont d'ailleurs convaincu les Gabonais de ce qu'il en était un. Et aujourd'hui, quelques 7 ans après, alors que les divergences individuelles plus ou moins perceptibles se sont finalement dévoilées, on a l'impression que c'est toute la machine qui veut changer, n'est-ce pas, le sens de sa direction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à votre suite que c'est du déjà entendu. Et la question qu'on peut se poser est celle de savoir fondamentalement si l'opposition gabonaise a les moyens de la politique qu'elle veut mener. Nous passons en sport avec Marc Chouamo qui rentre donc dans ce studio pour la page sportive, bien entendu, de cette matinale de l'information. On va également dire un ou deux mots sur cette contribution de la communauté internationale pour accompagner également et encadrer le processus électoral, si possible au Gabon, pour qu'il n'y ait pas de véritable heurts. Les partis politiques de l'opposition sont décidés à pouvoir mettre hors d'état de nuire, disent-ils, ou alors à ne pas accepter un scrutin au cours duquel on retrouvera un candidat qui n'a pas rempli toutes les conditions, d'ailleurs conditions qui sont présentées par la loi fondamentale de ce pays dans le cadre du scrutin. Marc Chouamo, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour Christian. Bonjour Marc. On va parler beaucoup de sport ce matin. Ouais, comme d'habitude, on va parler de l'information de l'heure ce matin sur Canal 2 Info. L'information, c'est en basketball. Tout d'abord, avec ce tournoi de jeunes national, les finales nationales du côté du club Kanwata, avec les jeunes de moins de 18 ans, garçons comme filles. On peut voir en image avec quelques illustrations, avec surtout la merveilleuse formation de Jumanto. Cette année 2016, elle leur sourit très bien puisque c'est la formation qui a remporté le tournoi masculin de basketball. Jumanto qui a coiffé sur le poteau INGS. Mais là, ce sont les jeunes qui ont l'opportunité également de rentrer dans l'histoire, tout comme leurs grands frères. Donc les filles de Jumanto et les garçons de Jumanto sont donc en finale de jeunes. Ça se joue donc à 13h et à 15h du côté du club Kanwata. C'est ici à Douala. On va parler de sport football, notamment la Ligue 1. La 25e journée a été très mouvementée. Ouais, une 25e journée très chargée. Je vous propose de regarder ce reportage, ce compte rendu de tout ce qui s'est passé donc mercredi pour le compte de cette 25e journée des championnats. Spectaculaire 25e journée de Ligue 1 en ce mercredi de fête du Ramadan. Le choc de haut de tableau, Union de Douala, Yon Sport a tenu toutes ses promesses. Une rencontre a coupé le souffle au regard de ses multiples occasions enregistrées de part et d'autre. Tout va se jouer dans les ultimes minutes. Yon Sport croyait ouvrir le score à la 88e, mais l'arbitre assistant va signaler un hors-jeu. Le ralenti démontre le contraire. Le but des Bamenda Boys était bel et bien valide. Les hommes de Doumé Bosso n'étaient pas au bout de leur peine quand survient à la dernière seconde le but de Kevin Kami qui offre les 3 points de la victoire à l'Union de Douala, 1-0. Bien que dominés dans ce match, les Nassara Gamakai mettent fin à la série de 12 matchs sans défaite de Yon Sport de Bamenda. À Bouddha, Bambuto a su relever la tête en s'imposant 2-0 contre APGS Dunfou. Au stade municipal de Loum, le leader UMS a souffert avant de battre la Panthère d'Undé. C'est Jumanto qui a ouvert le score en premier grâce à Alfred Meillon, son 7e but de la saison. Le défenseur Paul Abouemaya et Guy-Marcel Tchaka vont, grâce à leur réalisation, offrir la victoire à UMS de Loum, 2-1. Ces deux anciens sociétaires de Cosmos permettent ainsi au leader d'avoir désormais 4 points d'avance sur le deuxième Yon Sport. Avec 40 points chacun, Coton Sport et Union de Douala partagent la 3e marche du podium. A souligné la 4e victoire d'affilée de Lyon blessé, 1-0 face à Dragon. Autre résultat de cette 25e journée, Aigle 1, New Star 0, Canon et Edding s'accrochent 1 but partout, Unisport 2, Coton Sport 2, Cosmos tombe devant Racing 2-0. Le tout-puissant de l'Ouest reste sur 3 victoires de rang. Voilà donc les détails donc, de cette 25e journée avec quelques incidences au classement. Vous avez vu que UMS a repris du large avec désormais 4 points d'avance sur Yon Sport qui a perdu avec ce but
qu'il a été refusé au regard justement de ce ralenti. Et puis Union en a profité pour gagner et revenir dans la course au titre. Il revient à 7 points du leader. Coton Sport a été donc accroché, mais Coton Sport a réussi parce que Coton était mené à Bafang et a égalisé la dernière seconde sur un coup de pied arrêté. Au temps additionnel, les supporters du côté de Bafang se sont offusqués que l'arbitre a laissé le match un peu trop durer et ont commencé donc à essayer de battre les joueurs de Coton. Il y a eu quelques blessés et l'arbitre a été escorté par la police et ces comportements-là, je crois que la Ligue de football professionnel va se prononcer dans quelques heures. Donc il y a quand même des buts qui font très mal. C'est bien dommage, hein, encore la barbarie dans nos stades. Ouais, Pourtant, il est question de ramener les Camerounais à ce très beau sport qu'est le football. Justement, il est beau, il est clair. C'est en Europe avec l'Euro 2016. On essaye de voir avec vous, Marc Chouamau, qui affrontera le Portugal en finale. Allez, deuxième demi-finale ce jour. On regarde l'affiche au programme de l'Euro 2016. C'est Allemagne-France pour la deuxième et dernière demi-finale au programme ce jour, coup d'envoi 20h heure du Cameroun, 21h heure de France, Allemagne-France. Donc c'est tout à l'heure, on se rappelle qu'en Coupe du Monde, il y a 2 ans, l'Allemagne avait battu la France en quart de finale grâce à un but du défenseur central Mats Hummels. Est-ce que l'histoire va se répéter? Réponse ce soir. Et puis on voit donc le premier finaliste de cet Euro, c'est Cristiano Ronaldo et ses partenaires. On voit tout cela en images sur ce match de demi-finale face au Pays de Galles de Gareth Bale. Les Portugais ne vont pas se faire prier pour remporter ce match. Regardez l'ouverture du score avec une tête athlétique, une tête catapulté du capitaine Cristiano Ronaldo pour le 1-0. C'est son 3e but du tournoi, c'est son 9e dans l'histoire de l'Euro. Il égale le record de Michel Platini qui lui avait inscrit 9 buts en une seule édition, non pas en une seule édition, mais c'est le meilleur buteur Michel Platini de l'Euro en une seule édition. Mais sur l'ensemble des euros, c'est lui avec 9 buts, je crois que c'était en 2 ou 3 éditions pour Michel Platini. Mais Ronaldo en est à 4 éditions désormais et il y a la finale peut-être pour battre le record de Sir Michel Platini. À ce moment-là, le Portugal menait 1-0 face à une belle formation quand même galloise qui allait très très loin dans ce tournoi. Ça fait on va dire 20 ans qu'une équipe britannique n'était pas arrivée à ce niveau de la compétition. Et puis derrière, on va porter les stockades avec un autre garçon qui renaît des cendres. C'est un garçon qu'on a longtemps comparé à Cristiano Ronaldo. Il s'agit de Luis Nani qui va aller porter le score à 2-0. Voilà, sur cette frappe de Ronaldo, il est là pour tacler. Un peu comme le but du joueur de Jans tout à l'heure, du bout des pieds pour porter le score à 2-0. Là, Pépé qui est blessé dans la tribune peut jubiler. Le break est fait, victoire 2-0 sans bavure du Portugal. Le Pays de Galles s'arrête là, Gareth Bale s'arrête également là et Cristiano Ronaldo a donc rendez-vous avec l'histoire en finale pour essayer de gagner le premier trophée de l'histoire avec cette formation-là pour lui. C'est la 2e finale seulement du Portugal en finale de l'Euro. On se souvient que le dernier, c'était en 2004 à domicile, battu par la Grèce en finale. C'est le score d'1-0. On se souvient de ce but de Angelos Karistias qui avait fait très mal à Ronaldo. À l'époque, il était très jeune, maintenant il a 31 ans. Il a l'occasion justement d'entrer dans l'histoire avec sa formation. En tout cas, avec vous, la grand-messe du sport, c'est à partir de 10h sur cette chaîne. Merci d'avoir été là et à tout de suite pour la suite sur Canal de Info. On va également remercier tout l'ensemble des correspondants qui nous suivent, notamment Espoir, qui nous fait donc des signes sur le plan technique. En tout cas, la technique reçoit ces messages avec beaucoup de fierté et on va améliorer progressivement le confort d'écoute de nos différents téléspectateurs. Espoir Baya, merci pour tout. On parle à vous, Patrick Christian Dobo, de cet autre événement. On va s'arrêter au niveau du Zimbabwe, le pays de Robert Mugabe. Depuis quelque temps, la politique économique de son pays est de plus en plus contestée. Les fonctionnaires ne reçoivent pas totalement, ou alors une partie des fonctionnaires restent payés, notamment la police et puis les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe chez Mugabe? Oui, il y a bien longtemps que le Zimbabwe n'avait pas connu une espèce de grogne sociale comme celle-là. Il y a 10 ans qu'on avait quand même eu des remous avec notamment les partisans de Morgan Tsvangirai, le Premier ministre. Mais là, il y a comme une asphyxie économique qui tend de plus en plus l'atmosphère. Hier, il y a eu une véritable ville morte du côté de la capitale. En tout cas, les Zimbabwéens ont répondu massivement à cet appel à la grève générale. Et la situation est telle que le chômage aurait franchi la barre de 80%. C'est bien critique. Vous savez, le Zimbabwe est dans une situation de conflit diplomatique avec un certain nombre de nations occidentales. Depuis la réforme foncière mise en place par le président Robert Mugabe, il y a eu beaucoup de revendications, beaucoup de plaintes, beaucoup de sanctions.
Une sanction qui, il me semble, est quand même aussi à l'origine de cette asphyxie-là. Les privations économiques et les sanctions imposées, notamment par le monde occidental au Zimbabwe, ont fait en sorte que l'inflation atteigne son pic et que la situation économique, finalement, se dégrade. L'agriculture, les terres qui avaient été redistribuées, n'est-ce pas, lors de cette implémentation de la nouvelle politique agraire, ne sont plus exploitées à leur même niveau, les productions ne sont plus à leur sommet, et donc le Zimbabwe se retrouve comme dans une espèce de cessation. On ne va peut-être pas parler de cessation de paiement, mais les caisses sont vides. Les fonctionnaires ont la peine à avoir leur salaire, l'inflation est à son top, et donc forcément, la grogne sociale est en train de prendre le droit de cité. Une grogne sociale qui atteint bientôt plusieurs secteurs. On a vu le secteur des transports avec la grève des chauffeurs réprimée par la police pour disperser les manifestants du côté de Harare au Zimbabwe. On va parler également d'un autre pays, c'est le Rwanda, qui a donc reçu hier Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien. Il y est allé dans l'objectif de raffermir davantage les relations de coopération, notamment sur le plan diplomatique, entre les deux pays. Il a donc profité pour déposer des gerbes de fleurs donc au niveau du monument qui rappelle le génocide rwandais, bien difficile. Pourtant, on indique que sur cet espace-là, il y a 250 000 à 800 250 à 800 000 Rwandais qui avaient perdu la vie à cet endroit. Christian. Oui, effectivement, le Premier ministre israélien, dans une tournée africaine, est donc au Rwanda, après l'étape de l'Ouganda et du Kenya. L'Ouganda, vous vous souvenez, son frère aîné qui était le commandant en chef, n'est-ce pas, de l'opération sur Entebbe, n'est-ce pas, lors de la prise d'otage d'il y a 40 ans, exactement dans cette ville ougandaise. Il est donc au Rwanda. C'est une relation particulière qui se réfère surtout à ce lien émotionnel, hein, le Rwanda avec le génocide de 1994 et les Israéliens avec la Shoah, surtout dans une période où de plus en plus les gens décrivent ce qu'on appelle la négation, n'est-ce pas, de ces drames-là. Donc le Rwanda et Israël se sentent un peu plus proches avec ces circonstances qui ont touché chacun de ces deux peuples. Et donc l'arrivée du président Netanyahou au Rwanda était l'occasion, n'est-ce pas, de faire un tour du côté, n'est-ce pas, de ce musée du génocide, n'est-ce pas, qui est du côté du Rwanda, avec des faits palpables. Bon, c'est vrai que derrière, il y a des relations économiques, c'est vrai que derrière, il y a également, n'est-ce pas, les livraisons d'armes. Israël est une alternative bien positionnée pour le Rwanda dans un contexte où ses relations avec les États-Unis, le monde occidental sont un peu tendues. Donc c'est de bon ton. On avait déjà vu le président Kagame se rendre en Israël. Donc cette visite permet aux deux pays de raffermir les relations et surtout de tenir bien ce lien émotionnel qui les lie. En un mot, on va parler du Royaume-Uni, la guerre en Irak. Aujourd'hui, le rapport Shikol qui rattrape Tony Blair. Oui, c'est un rapport qui se veut désastreux en termes, n'est-ce pas, de conclusion de la participation de l'Angleterre, du Royaume-Uni lors de l'invasion de l'Irak, la première en 2003. Vous vous souvenez, on avait parlé lors de cette invasion d'une présence d'armes chimiques et qui avait valu, n'est-ce pas, son siège à Saddam Hussein et puis finalement sa condamnation et son exécution. Donc ce rapport non seulement parle d'une intervention pas tout à fait justifiée. Le président de la commission, justement, Chikot, qui a donné son nom à ce rapport, il parle d'une intervention non justifiée, mais surtout, parle de la gestion de l'après-intervention. Et forcément, vous vous rendez compte que ça met beaucoup de pincements dans le cœur des familles qui ont perdu, n'est-ce pas, des enfants là-bas, des soldats britanniques qui finalement sont tombés sur le champ d'honneur. Donc c'est surtout la gestion de cette après-guerre qui fait justement beaucoup de polémiques. On a vu beaucoup de réactions, parmi lesquelles celle de Tony Blair en personne, le quinquennat, qui, même s'il a présenté des excuses sur certains aspects, dit ne pas regretter la décision qui a été une des plus difficiles qu'il ait eu à prendre durant sa carrière. Ça rentre dans la même dynamique, hein, comme aux États-Unis. Beaucoup de choses sont dites après pratiquement toutes ces années sur cette intervention, 13 ans après quasiment cette invasion de l'Irak. Mesdames, Messieurs, c'est pour enfin cette matinale de l'information. Rendez-vous demain avec une toute autre actualité. Au revoir et bonne suite des programmes sur Canal 2 Info.